Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 23 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. La marche blanche organisée en hommage au jeune Thomas, 16 ans, qui a eu lieu hier à Romans-sur-Isère, s'est déroulée dans le calme et les participants ont appelé à ce que justice soit faite. Pour rappel, un groupe de jeunes armés de couteaux a attaqué un bal populaire dans la ville, tuant le jeune Thomas et blessant plusieurs autres participants. Parmi les 9 suspects mis en garde à vue, 3 sont des mineurs de plus de 16 ans et les 6 autres sont majeurs. Le principal suspect du coup de couteau mortel est âgé de 20 ans et il avait déjà écopé de 2 condamnations pour recel de vol et pour port d'armes blanches. Et Marie, une jeune femme de 26 ans ayant travaillé quelques mois au sein d'un tribunal administratif, a expliqué en détail les dysfonctionnements de la justice administrative dans les conflits relatifs aux droits des étrangers. Elle a notamment révélé comment certains avocats pillaient l'État via l'aide juridictionnelle dans les affaires d'OQTF, obligation de quitter le territoire français contesté. Les avocats touchent 600 € par OQTF contesté grâce à l'aide juridictionnelle et certains en font entre 5 et 15 par jour. Et à propos de la taxe d'habitation maintenant, des erreurs ont été observées. En effet, de nombreux contribuables reçoivent des taxes d'habitation destinées à d'autres personnes. Ces erreurs sont attribuées à un nouveau service en ligne qui n'est pas au point. Si vous êtes concerné, vous pouvez contacter le 0809 401 401. Et en Indre-et-Loire, on marche sur la tête. Des panneaux d'entrée de ville ont été retournés par des agriculteurs, une action revendiquée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Cette action vise à protester contre un manque de cohérence du gouvernement en matière de politique agricole et à dénoncer la concurrence déloyale des producteurs étrangers. Des actions similaires ont été rapportées dans d'autres régions de France. Et dans le Var, un mystérieux sanglier mutant a intrigué les habitants. Il a été décrit comme un sanglier yéti, avec une tête noire aplatie et un corps tout blanc. Après une enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité de Poggy, une mascotte appréciée dans le quartier. En fait, Poggy est un cochon nain américain qui a trouvé refuge dans ce quartier. Espérons que cette notoriété ne perturbera pas la tranquillité de Poggy, le sanglier. Je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'un événement qui a fait la une de tous les journaux il y a quelques années. Anthony, c'est à vous. On vous écoute. Merci Rémi. Chers téléspectateurs, vous souvenez-vous de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021 ? L'ampleur de l'événement avait été illustrée par l'arrestation de plus de 1200 personnes ainsi que par l'inculpation de Donald Trump pour insurrection ainsi que d'autres délits liés à la dite émeute. D'ailleurs, en mars, Trump doit faire face à un jugement à Washington pour conspiration visant à renverser les résultats de l'élection de 2020. Mais le vent vient peut-être de tourner, car le nouveau président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a annoncé la mise à disposition du public de plus de 40 000 heures de vidéos de sécurité du 6 janvier. L'initiative vise à répondre à l'exigence de vérité et de transparence. Johnson affirme que cette mise en ligne progressive permettra à des millions d'Américains, aux accusés, aux organisations d'intérêt public et aux médias de voir par eux-mêmes les événements du jour fatidique. Et peu de temps après la mise en ligne des premières vidéos, de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux se sont montrés pour le moins dubitatifs. Tout de suite, un petit florilège de leurs remarques. Le 6 janvier 2021, après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden, les partisans de Trump, convaincus que les élections étaient frauduleuses, ont envahi le Capitole pour protester. Parmi les premières vidéos de sécurité du Capitole rendues publiques, dans celle-ci, un homme menotté et libéré de ses liens dans un couloir à l'écart du public par la police du Capitole, avant de saluer du poing un autre agent. Un utilisateur de X commente cet extrait avec ironie, écrivant, je cite, « Dans ces images inédites de l'insurrection du 6 janvier, vous pouvez voir des policiers du Capitole lutter pour leur vie, alors que les violents insurgés mettent en péril la démocratie américaine en temps réel. » Dans la même veine, cet autre utilisateur de X commente « Apparemment l'insurrection était si grave qu'elle a donné lieu à une tape dans le dos et une poignée de main de la part d'un agent de la police du Capitole pendant qu'il donnait des instructions. »
Et ailleurs, à l'extérieur du Capitole, un homme masqué portant une oreillette et un talkie-walkie a été filmé en train d'enlever une vitre du Capitole. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était enregistré, il a poussé un autre homme et l'a accusé. D'après cet utilisateur de X, l'homme en question n'aurait pas été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, ni arrêté, ni inculpé. Après la mise à disposition des vidéos de sécurité du 6 janvier au Capitole, une perspective nouvelle émerge. Plusieurs scènes dans ces vidéos semblent défier la narration initiale et jettent une lumière incisive sur les événements survenus lors de cette journée tumultueuse. Ces révélations pourraient potentiellement remettre en question la sévérité des actions initialement rapportées lors de cette journée critique. D'une part, ces vidéos pourraient redéfinir la perception collective de l'attaque du Capitole, et d'autre part, les poursuites judiciaires en cours contre Donald Trump pourraient être remises en question. Bien sûr, ces images soulèvent aussi de nouvelles questions. S'il s'agissait bel et bien d'une émeute, pourquoi les policiers étaient-ils si calmes? Et pourquoi mettre en scène arrestation et vandalisme? Le tableau d'ensemble de cet épisode historique est en train de prendre forme sous nos yeux, et la scène qu'il dépeint semble bien différente de celle décrite initialement. Rémi, voici les dernières nouvelles de mon côté, c'est à vous. Merci Anthony. Et à Gaza, l'accord de trêve qui inclut la libération de 50 otages israéliens en échange de 150 prisonniers palestiniens a été remis à demain, ce qui veut dire aussi que les combats continuent aujourd'hui dans la bande de Gaza. D'après un responsable israélien, l'accord n'est pas en danger, il s'agit juste d'un retard technique entre le Qatar et le Hamas. Et aux Pays-Bas, Geert Wilders et son parti de la liberté, le PVV, sont sortis victorieux des urnes. Le Trump néerlandais, comme on le surnomme, a remporté les élections législatives, ce qui lui donne 35 sièges à la chambre basse du Parlement, contre 26 pour l'Alliance de gauche et 23 pour le parti du centre-droit. Geert Wilders divise l'opinion en raison notamment de sa volonté de lutter contre, je cite, l'invasion islamique de l'Occident, ce qui lui a valu d'ailleurs des différends avec la justice et des menaces de mort. Et en Suisse, le gouvernement fédéral a décidé d'interdire le mouvement palestinien terroriste Hamas par le biais d'une proposition de loi soumise au Parlement. Il estime en effet que cette option est la meilleure solution pour répondre à la situation qui fait suite à l'attaque du 7 octobre. 4 jours après cette attaque, le Conseil fédéral suisse avait estimé que le Hamas devait être qualifié d'organisation terroriste, cela pour donner aux autorités fédérales les outils nécessaires pour pouvoir lutter contre les activités du Hamas et les organisations qui le soutiennent. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia qui va nous parler de la répression du peuple chinois et d'un métier qui enregistre beaucoup d'accidents mortels, la pêche. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Une fête pour jouer à se faire peur avec des conséquences qui pour le coup font vraiment peur. Quelques semaines après une grande parade d'Halloween à Shanghai, la police a arrêté de nombreux participants aux festivités. Ces arrestations font suite à la diffusion sur internet de vidéos et de photos montrant des fêtards vêtus de costumes conçus pour se moquer des autorités. D'une caméra de surveillance à des agents de santé de l'État en passant par Winnie l'ourson. Des jeunes ont pris le chemin de l'humour pour dépeindre la violence de la Chine d'aujourd'hui. Les personnes qui ont pris des photos sur place font également l'objet d'une enquête. Selon Radio Free Asia, l'administration du cyberespace du régime serait intervenue en exhortant les responsables des réseaux sociaux à renforcer la censure sur les contenus qui, je cite, « violent les valeurs fondamentales du socialisme ». Fin de citation. Si se moquer gentiment des situations d'injustice créées par le PCC équivaut à enfreindre les valeurs fondamentales du socialisme, je pense que le mot « valeur » est en trop dans l'équation. On aura l'occasion de parler du soi-disant patriotisme du PCC qui n'a rien à voir avec le vrai patriotisme, c'est-à-dire l'amour pour sa nation, son peuple et sa culture. Dans sa structure profonde, c'est une inversion des valeurs qui ressemble au wokisme en réalité, et oui. Sauf que ça prend l'aspect d'un nationalisme viril en surface. Les chiffres officiels montrent que l'agence a supprimé des milliers de soi-disant sites web illégaux et de comptes en ligne depuis le début de l'année. Pour finir ces actus Chine, on va parler de la pêche. La pêche a longtemps été considérée comme l'une des professions les plus meurtrières au monde. Aujourd'hui, un rapport d'enquête l'associe à des violations des droits de l'homme en Chine.
Le rapport dit que les entreprises chinoises de pêche et de transformation ont recours au travail forcé de l'ethnie ouïghour et que les États-Unis achètent ces produits de la mer en violation de la loi de 2021 sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Pendant 4 ans, une équipe a suivi et même embarqué sur certains des 65 000 navires de pêche chinois. Lorsqu'ils refusaient de parler, les journalistes ont dit qu'ils s'aventuraient dans de petits bateaux, jetant à bord des bouteilles en plastique remplies de questions d'entrevue. Les travailleurs y répondaient alors par écrit et jetaient les bouteilles à leur tour. Depuis les bateaux de pêche, le groupe a suivi les fruits de mer jusqu'aux ports chinois et aux usines de transformation, puis jusqu'en Europe et aux États-Unis. À la suite de la publication du rapport, plusieurs grandes entreprises européennes et américaines ont rompu leurs liens avec les entreprises de transformation chinoises accusées de recourir au travail forcé. Une mondialisation pas si heureuse que ce qu'on prétendait. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on passe par le Japon avant de conclure cette édition. Connaissez-vous le Jingu ? Aussi appelé Grand Sanctuaire d'Ise, c'est le sanctuaire le plus ancien et le plus prestigieux du Japon, datant de près de 2000 ans. Il est considéré comme le centre spirituel du peuple japonais. Le sanctuaire abrite le miroir sacré de l'empereur, l'un des 3 trésors impériaux du Japon. L'un des aspects les plus fascinants du sanctuaire Ise Jingu est qu'il suit les principes shintoïstes de renaissance et de renouvellement. Les sanctuaires intérieurs et extérieurs ainsi que le pont Uji sont détruits et reconstruits tous les 20 ans. Ce trésor culturel est l'un des édifices religieux les plus étonnants au monde. La retraite spirituelle à Ise Jingu est une expérience fascinante. Le sanctuaire est une destination privilégiée pour quiconque souhaite découvrir le cœur des traditions spirituelles du pays du soleil levant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.